Éric Zemmour. Éric Zemmour, on n'entend plus parler de lui. Il tente un comeback. Zemmour tente un comeback. Il a écrit encore un bouquin dont tout le monde se fout et dont personne va lire. Mais c'est l'occasion pour lui de revenir nous casser les couilles sur les plateaux de télévision et à la radio, là, en l'occurrence, puisqu'on va regarder un react d'Éric Zemmour chez Monsieur Thomas Soto sur RTL. Voilà, donc son bouquin de con, c'est La messe n'est pas dite. Voilà, il a sorti un bouquin qui s'appelle La messe n'est pas dite. Son dernier bouquin qu'il avait sorti en 2021-2022 pour préparer sa campagne, c'était La France n'a pas dit son dernier mot. Et là, c'est La messe n'est pas dite. C'est toujours comme ça, hein, en mode vous inquiétez pas, c'est pas fini. On va revenir en force. En attendant, Éric Zemmour, ton parti, il existe quasiment plus, Reconquête. Hein. Tu t'es fait trahir, coup de couteau dans le dos par Marion Maréchal. Il semblerait que tu sois un petit peu finito. Donc la messe n'a pas été dite. J'espère que tu parles pas de parti Reconquête parce que j'ai l'impression qu'en ce qui concerne Reconquête, la messe en vérité a été dite. Ça dit jamais rien, quoi. Oui, voilà, c'est ça en mode genre vous allez voir ce que vous allez voir. Prochain bouquin de Zemmour, c'est vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on verra. Non, il est plus sur CNews, pas trop. En fait, le moment où il a décidé d'être candidat à la présidentielle et de lancer son parti politique, de fait, ça l'a un peu empêché d'être juste chroniqueur et juste journaliste, quoi. Voilà, ça l'a mis dans une autre case. Et du coup, il est moins présent sur les plateaux télé qu'à une époque. Et puis, il est un peu passé de mode, Zemmour. Mais ceci étant dit, il a un discours qui correspond à une réelle sensibilité politique en France, qui est celle un peu des ultra-libéraux réactionnaires qui veulent l'union des droites. Vous voyez, qui est pas tout à fait la même stratégie que le Rassemblement national, qui est un peu le cul entre deux chaises, Retailleau, Marine Le Pen, une espèce de fusion bizarre des deux. Donc, c'est pas inintéressant de voir ce que Zemmour a à dire, au sens où il ne représente pas forcément que lui-même, il représente une sensibilité qui existe en France et qui, je sais pas si elle monte ou si elle descend, mais en tout cas qui existe et qui fait partie des différentes nuances de l'extrême droite. Je ne sais qu'on pas peut ce que avoir. c'est que le super Merci sportif. Eto pour les 5 balles, merci beaucoup, je suis gâté. Donc c'est parti, Éric Zemmour. Il est 8h17, face à Fogiel, votre invité était candidat à la Ça présidentielle. date de ce matin. Marc Olivier, il s'est assis résolument très à droite de l'échiquier politique et il sort demain un livre qui s'appelle La messe n'est pas dite pour un sursaut judéo-chrétien chez Fayard, dans lequel il s'inquiète du déclin religieux en France. Et donc Éric Zemmour, le président du parti Reconquête. Bonjour. Du déclin religieux en France, mais il faudrait savoir. Alors non, c'est pas le déclin religieux dont il s'inquiète, il a bien dit judéo-chrétien. Bon, déjà judéo-chrétien, ça veut rien dire. Vraiment, être en mode genre, la France judéo-chrétienne, qui a commencé à dire judéo-chrétien? Historiquement, la France chrétienne, elle n'était pas très judéo. Hein. Les juifs en France, historiquement, ils n'étaient pas vraiment bien traités. Hein. Genre vraiment pas. Genre vraiment pas, quoi. Je sais plus quel roi qui a littéralement chassé les juifs de France, par exemple. Et le christianisme, l'anti-judaïsme religieux, de base dans le christianisme, c'est vénère, hein. C'est en mode genre, ils ont tué le Christ, ils n'ont rien à faire avec nous. C'était Saint Louis, merci, c'était Saint Louis qui a bouté les juifs hors de France, etc., etc. Donc je veux dire, parler de civilisation judéo-chrétienne pour parler de la France, c'est vraiment une espèce de révisionnisme de gros racelards qui sont en mode genre, non, on n'a pas de problème avec les juifs, on n'est pas des nazis, nous. Wink, c'est les musulmans le problème. Voilà, c'est un peu le discours entre deux qu'on utilise le terme de civilisation judéo-chrétienne. En vérité, c'est complètement con. C'est complètement con. Voilà, bref. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. En tout cas, oui, les fondements de la religion en France, quid de l'islam à ce moment-là, monsieur Zemmour? Parce que je pense qu'il va dire, le problème, c'est que la religion est très présente en France. L'islam conquérant qui va appliquer la charia en France. Face à ça, on doit avoir un regain du religieux, de la judéo-chrétien. Car c'est la guerre de religion que je vous promets, mes petits Français. Voilà, je pense que ça va être plus ou moins ça, son discours. Voilà. Avant de parler du livre, de votre inquiétude, un mot sur l'actualité. Nicolas Sarkozy, qui a été reçu Encore ça à l'Élysée vendredi, avant son incarcération de tout à l'heure. Gérald Darmanin va aller le voir. Vous avez entendu Olivier Faure chez Thomas parler de pression sur la justice. Un des plus hauts magistrats français, Rémi Hetz, dit que ça pourrait atteindre à l'indépendance des magistrats puisqu'il va être rejugé. Vous qui aimez bien l'ordre, il n'y a pas du désordre ce matin? Qui aimez bien l'ordre? Vous qui êtes fasciste, vous aimez les peines exemplaires normalement? Non? Écoutez, je vois nul désordre, je vois une émotion légitime. D'abord, des gens qu'il aime, ses enfants. Je trouve la moindre des choses, c'est que ses enfants. Maintenant, on parle du président de la République et du garde des Sceaux. De président de la République et le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux est un ami de Nicolas Sarkozy, c'est connu, et donc c'est normal qu'il montre son affection. Il n'y a pas de pression sur les magistrats, vous savez. On a le droit. Il y a un magistrat qui a été menacé de mort il y a un mois, au moment de l'annonce. C'est normal, bah après que sa famille soit en mode genre oui soutien à Sarkozy, que ses soutiens soient en mode soutien à Sarkozy, ok. Qu'il est en mode Gérald Darmanin, c'est un ami de Sarkozy, on le sait. Donc il a le droit de se prononcer en tant qu'ami de Sarkozy. Oui mais il est surtout ministre de la Justice, donc en fait on s'en bat les couilles de qui sont ses amis, qui sont pas ses amis là. Il parle en tant que représentant de l'institution judiciaire en France.
de justice, on a le droit de critiquer les magistrats. Les magistrats sont des citoyens comme les Pas autres. quand on est garde des Sceaux. Pour le coup, Vous savez qui est un citoyen comme les autres aussi? Nicolas Sarkozy. Et à cet égard, il est jugé comme un citoyen comme les autres, c'est-à-dire en tôle. Allez, en tôle. on est garant, évidemment, Moi, je ne suis pas de garde la des justice. Non, pas vous, mais je parle de Gérald Darmanin. Le livre, vous racontez dans votre livre avoir été élevé Ah, sans transition. Bon, genre c'est bon, j'en ai plein de cul de parler de Sarkozy depuis 15 plombes. Votre livre, il a coupé dans sa phrase pour parler de son livre. de Gérald Darmanin. Le livre, vous racontez dans votre Sans transition, hein. Il y a même pas de virgule. Il a pas mis de césure à l'hémistige, celui-là. Vous avez vu quand je parle comme un cagneux livre avoir été élevé dans la tradition juive. Votre enfance a été rythmée par Shabbat, les autres fêtes juives. Ce que vous racontez déjà dès le début, c'est que ce judaïsme discret est menacé dans votre enfance en Algérie. En fait, depuis toujours, vous vous vivez comme On assiégé. va parler de ça là. On va parler de l'affect des juifs algériens en France, le décret Crémieux, la guerre d'Algérie, tout ça. C'est un sacré sujet en réalité. Hein. C'est un sacré sujet. Petit disclaimer, on déteste évidemment Zemmour sur ce live. Le premier qui est pas clair là sur le chat et qui critique Zemmour par l'angle de la judéité ou je ne sais quoi, c'est Ban Life. On rigole pas avec ça ici, comme vous le savez. Je vous fais parfaitement confiance. Mais là, ça parle de ce sujet-là, quoi. Donc lui, il est en mode, moi, en tant que juif, j'ai été maltraité par les musulmans. Du coup, maintenant, je suis raciste. En gros, c'est à peu près ça qu'il va dire. Sachant que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je pense qu'il navigue dans des affects extrêmement compliqués et particuliers. Et si on veut détricoter ça, c'est un sujet qui est assez compliqué. Hein. C'est un sujet qui peut être assez compliqué. Sacré sujet que je n'ai pas envie de voir discuté par Zemmour. Exactement, Castor Cravate. Exactement. Bref. T'as Ban Life Mélenchon, du coup? De quoi? Ah. Quand il a dit il y a certaines choses chez Zemmour liées à sa culture qui fait que c'est un gros réac. Après, il parlait quoi? Il parlait des juifs de manière générale ou des juifs algériens qui sont arrivés en métropole au moment de la guerre d'Algérie? Pas tout à fait pareil, vous voyez. Bref, c'est un sujet compliqué. Éric Zemmour. Alors là, vous faites une extrapolation complètement... Attends, c'est quoi sa question? J'ai pas capté. Assiégé, Éric Zemmour. Rembobine plus. En Algérie. En fait, depuis toujours, vous vous vivez comme assiégé, Éric Zemmour. Je pense que oui, il se vit un peu comme assiégé, ouais, je sais pas, on va voir. Alors là, vous faites une extrapolation complètement délirante. Délirante, oui, vraiment délirante. Délirante, carrément. D'abord, je raconte ça, c'est 2 pages du livre. Oui, c'est bien, oui. Même s'il n'y a que 130, mais... Donc vous n'êtes pas mais senti peut-être assiégé que vous n'êtes pas allé au-delà, remarquez. Mais non, je me suis jamais senti assiégé, voyez-vous. Bah, il sent la France assiégée. C'est le mec qui parle tout le temps de grand remplacement toute la journée, dire que l'islam conquérant veut conquérir la France. Quoi. C'est vraiment son prisme de lecture qui est en mode guerre de civilisation, les chrétiens contre les arabes. Quoi. En gros, c'est un peu ça. Je grossis le trait, mais c'est clairement ça. Quoi. Vous voyez? Donc peut-être que lui ne se sent pas assiégé directement dans son identité. C'est des questions, c'est un peu compliqué la question. Moi, genre, vous sentez assiégé dans votre identité, monsieur Zemmour, en tant que juif algérien? Oula, venez, on parle pas de ça de cette manière. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Zemmour sent la France assiégée par l'envahisseur islamique. Ça me paraît à peu près clair. Mais ramener ça à son intimité, à son propre vécu, je trouve ça un peu foireux. Après, c'est lui qui a écrit un bouquin là-dessus aussi. Hein. Au contraire, moi j'ai vécu dans ce qu'on appelait comme un Israélite français, c'est-à-dire que on faisait les traditions juives à la maison et que dans la rue on était d'une discrétion absolue parce qu'on respectait les règles de la laïcité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous les faites toujours. Sous-entendu, les Arabes, eux, ils font pas ça. Et là, ça rejoint un truc. Mais c'est des sujets un petit peu complexes, quoi. Ça rejoint plusieurs trucs. Et il faut réfléchir à le traitement qu'a réservé la France depuis le début du 19e siècle aux Juifs. Premièrement. Ensuite, le traitement qu'a réservé la France depuis le 19e siècle aux juifs algériens en particulier. Et voir comment la laïcité elle est instrumentalisée aujourd'hui. Et tenter aussi de pouvoir faire des analogies avec d'autres catégories qui résonnent un peu de cette manière-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est s'il faut... Non, mais je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Napoléon et tout, etc., c'est un sujet que je connais pas hyper bien, je suis désolé. Mais il y avait eu cette idée, sous Napoléon, où c'est en mode genre, bon, les juifs, vous avez le droit d'être juifs, mais par contre, chez vous, discrètement. Ok? Vous vivez comme des Français. Je veux pas avoir une kippa dans la rue, je veux pas savoir que vous êtes juif. Si vous voulez être juif, vous devez être discrètement chez vous et vous emmerdez personne avec ça. Il y a vraiment cette idée-là, une manière un peu de nier aussi l'identité des juifs de France, en mode genre on veut bien vous accepter dans la République, etc., en tout cas dans l'espace national français, mais par contre juste vous êtes pas trop juif, quoi. Sans ça, ça va pas le faire. Il y avait un peu cette idée-là, cette idée de forcer l'assimilation des juifs de France pour que ça devienne des Français plus que des juifs finalement. Il y a cette idée-là au 19e siècle, notamment sous Napoléon, etc., etc. Dites-moi si je dis de la merde. Dites-moi si je dis de la merde.
Donc il y a ça, déjà de base, qui fait que les juifs en France ont parfois une vision un peu différente des choses, etc., parce qu'ils sont un peu... C'est les conséquences de ça, quoi. Les conséquences malheureuses d'un antisémitisme d'État qui a pris la forme d'une assimilation forcée. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, pour les juifs algériens en particulier, c'est encore plus compliqué parce qu'en Algérie, il y a un truc qui s'appelait le décret Crémieux. Pareil, dites-moi si je dis de la merde, si je dis des imprécisions, n'hésitez pas à me corriger. Mais il y a eu le décret Crémieux. Donc le décret Crémieux, c'est quoi? C'est un décret qui dit bon, bah, les juifs algériens, donc c'était au moment après la conquête de l'Algérie par la France, au moment où au moment de l'Algérie coloniale, où l'Algérie était littéralement un département français. Et ben en gros, il y a eu un décret pour dire bon, les juifs algériens, vous avez la nationalité française. Les autres, les arabes musulmans, vous avez rien du tout. Vous vous démerdez, vous êtes des indigènes soumis au code de l'indigénat. Donc il y a déjà eu cette idée-là, en fait, au moment de la colonisation, d'essayer de retourner un peu les juifs contre les arabes. Une stratégie qui se fait toujours exactement de la même manière, par l'extrême droite notamment. On voit très bien que les arabes comme les juifs deviennent des variables d'ajustement du pouvoir impérialiste européen suprémaciste blanc, quoi, au profit, finalement, de la majorité raciale, c'est-à-dire les blancs. En gros, il y a cette idée-là. Et donc ça a été un peu utilisé comme ça, le décret Crémieux, pour foutre la merde. Et donc du coup, c'est un juif algérien d'origine, Zemmour. Donc de base, il y a une espèce d'affect quand on est juif algérien. Le rapport à la France, le rapport à l'Algérie, c'est compliqué. Parce qu'on a utilisé la France, l'impérialisme français a utilisé la communauté juive pour mieux taper sur les indigènes arabes musulmans. Et voilà. Et après, quand il y a eu la guerre d'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les colons français, les pieds noirs, ce qu'on appelle les pieds noirs, ils sont revenus massivement en métropole, etc., parce qu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il y en a qui sont restés sur place aussi, et les juifs algériens, qui pour certains, pour beaucoup même, vivaient ici depuis 500 ans, 600 ans, étaient parfaitement intégrés, étaient algériens, étaient des authentiques algériens, des juifs algériens, une minorité en Algérie, mais des algériens tout de même, quoi. Et là, en tant que français, parce qu'ils ont la nationalité française, parce que le décret Crémieux, c'était en mode genre, ils partent avec les colons, quoi. Ils partent avec les colons en France. Et donc, il y a cette espèce de truc où les juifs algériens, du coup, se retrouvent un peu le cul entre deux chaises, quoi. D'un côté, ils sont en mode genre, on est censé être algériens, mais déjà, en fait, l'État français a fait de nous des Algériens un peu d'exception pour mieux taper sur les Arabes. Et derrière, après, on se fait rapatrier en France, etc., en tant que colons, alors que nous, on n'est pas arrivé au moment de la colonisation. Et derrière, après, du coup, de force, maintenant, on est français de la métropole. Ça coupe le lien qu'on a initialement avec l'Algérie. Les juifs algériens, je dis nous, moi, je suis pas juif algérien. Et donc, du coup, ça fait ça. Et donc, du coup, un mec comme Zemmour, il se retrouve en mode genre, ok, conclusion à tout ça, je vais être le plus français des Français, le plus assimilé de tous les Français. Et là-dessus, du coup, c'est pour ça qu'il est en mode Napoléon, qui a forcé l'assimilation des Juifs français par antisémitisme et par un espèce de centralisme républicain français qui efface les cultures locales. Et du coup, un mec de droite comme Éric Zemmour se reconnaît dans ce modèle d'assimilation forcée napoléonien en tant que juif français et en tant que juif algérien qui a été assimilé à la France coloniale alors qu'il vivait de base en Algérie avec les Arabes musulmans d'Algérie depuis 500, 600 ans, quoi. Certes, en tant que minorité, certes, avec le statut de dhimmi, le fameux statut de dhimmi, et je dis pas, il a pu y avoir toutes les minorités, elles peuvent prendre cher par moment, donc il a pu y avoir des trucs de haine anti-juive aussi dans des pays arabes avant la colonisation, mais dans tous les cas, c'est là où ils vivaient, et ils étaient intégrés, parfaitement intégrés. C'était autant algériens que juifs. Et au final, quand tu te retrouves pris dans tous ces affects un peu contradictoires, t'as un profil comme ça, qui est celui d'Éric Zemmour typiquement, de perdu pour perdu, c'est trop le bordel de tout ça. Du coup, je vais être le plus gros français de tous les Français, l'assimilationniste encore pire que tous les autres. Et voilà que sa bande Napoléon, le général Bugeaud, qui a fait les enfumades en Algérie, etc., etc. Pétain même, parce que le roman national français, avec toutes ces contradictions et ces trucs, c'est le truc auquel au final ils finissent par se raccrocher, en tant que juif algérien. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a des juifs algériens dans le chat. J'espère que j'ai pas dit de la merde. Mais je vois qu'il y a Ayoli Doggy qui dit l'histoire de ma famille exactement. Voilà. C'est des sujets qui sont assez complexes, que moi je connais pas si bien que ça. Mais si, c'est bon. J'étais carré. Merci Ayoli Doggy. J'étais carré. Mais genre pour comprendre aussi certains profils chez des juifs de France, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre un peu l'histoire, quoi. Et typiquement les juifs algériens en particulier, plus que des juifs tunisiens ou des juifs marocains par ailleurs, c'est une histoire qui est très très complexe. Le rapport l'identité déjà d'un juif algérien en France et le rapport à la nation, le rapport à la France, c'est compliqué de fou. C'est compliqué de fou. Et c'est ce qui explique comment on se retrouve à avoir des juifs d'extrême droite, des juifs pétinistes en fait, comme Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ashkénaz ici. Force à tous mes Ashkénazes et mes séfarades. Force à tout le monde. Force à tous mes juifs, mes chrétiens et mes musulmans. Force à tous mes noirs, mes blancs et mes arabes, mes asiatiques. Je n'oublierai pas. Mes natifs américains, mes comoréens, des Sénégalais, force à tout le monde. C'est vrai, je le pense.
Voilà. Donc j'espère que j'ai remis un petit peu ce truc-là pour maintenant comprendre un peu d'où il parle et comprendre c'est quoi cette histoire de civilisation judéo-chrétienne, d'où ça sort aussi, quoi. Voilà. Je sais pas, non, t'es pas là, Écharpe, sur le live? Clipper, envoyé à Écharpe, ça l'intéresse, ces sujets-là. De la laïcité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous les faites Ça, toujours, oui, je m'en désole. les traditions juives aujourd'hui. Vous êtes papa d'un petit garçon, par exemple. Vous l'avez élevé dans la religion Père juive. de plusieurs enfants. Mais Et je les ai élevés dans la religion juive. Oui, Exactement. tout à fait, quand il dit les Comoréens, les Sénégalais, je vois des Algériens, je vois des Français. C'est un meeting de Macron en 2016 à Marseille. C'est beau hein, ce qu'il a dit en soi. Il a dit un peu tous les différents types de Français qu'il voyait ici, d'origine africaine, maghrébine, des Espagnols, des Italiens. Et il a fait tous les trucs les uns après les autres pour conclure en disant « Mais ce que je vois, ce sont des Français !» Voilà, le grand Macron progressiste colorblind de 2016, etc. Un beau discours en soi, mais nul. Mais bon, c'est Macron, quoi. Voilà. Allez, on reprend. Donc oui, a-t-il élevé ses enfants dans la religion juive? C'est pas très intéressant hein, de savoir ça. C'est un peu son intimité, mais bon. Vous l'avez élevé dans la religion De juive. plusieurs enfants. Mais Et je les ai élevés dans la religion juive exactement comme j'ai été élevé, c'est-à-dire on respecte la tradition juive à la maison et dehors on ne donne aucun signe comme quoi on est juif. C'est la tradition républicaine française et je le répète. Oui, alors les juifs orthodoxes dans le nord de Paris qui se baladent et que ça se voit qu'ils sont juifs ostensiblement, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Différent, quoi. Mais enfin, du coup, il y a tout un tas de juifs orthodoxes en France qui sont très bien intégrés en France, mais qui correspondent pas à ça. Donc c'est en mode, quand ils disent c'est l'histoire républicaine des juifs français, on est discret, c'est comme ça. Encore une fois, mettez ça en rapport avec tout ce que je viens d'expliquer sur Napoléon, les juifs algériens et tout, quoi. Ah, c'est chaud. Hein. Non, c'est pas la tradition républicaine non plus. C'est la tradition assimilationniste que la France, pendant longtemps, a imposée aux juifs de France. Mais c'est pas une fin en soi, au contraire, c'est plutôt pour des mauvaises raisons et c'est plutôt pour des raisons d'antisémitisme. Mais ceci étant dit, je dis pas ça pour lui donner le point, effectivement, la plupart des juifs en France et en fait dans le monde, hein, en réalité, ont pris l'habitude d'être juifs chez eux discrètement et puis de pas trop se la ramener avec ça dans la vie de tous les jours. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en Europe, il y a 1000 ans de haine anti-juive ancré dans les mentalités en fait. Donc ne serait-ce que ce truc de soit tu peux vraiment vivre en communauté, donc du coup tu vis en communauté, comme par exemple les juifs ashkénazes qui vivaient dans des villages où ça parlait intégralement yiddish, c'était vraiment des villages ashkénazes plus que des villages ukrainiens, russes ou lituaniens. Moi mes ancêtres c'était ça, ma grand-mère parlait yiddish par exemple. Donc de base, ils vivaient vraiment en communauté. Mais pour les juifs français, les juifs allemands, les juifs de beaucoup d'endroits où ils étaient obligés d'être assimilés ou intégrés d'une manière ou d'une autre, la discrétion et garder la judéité et le judaïsme dans la sphère privée, ça a été aussi fait pour des mauvaises raisons, parce qu'on vit sur un continent qui est historiquement anti-juif et antisémite. Je dis ça parce qu'antisémite, c'est à partir du 19e siècle, où on commence à racialiser le problème de la haine anti-juive, et là, c'est là que le terme antisémitisme apparaît. Donc en vrai, il est en mode genre non, c'est la tradition, c'est très bien. Bah oui, ok, 1000 ans de tradition antisémite qui a fait à ce qu'on en arrive là. Lui, il est en mode c'est très bien. Bah ouais, exactement de la même manière que Zemmour dit quand le général Bugeaud en Algérie a tué des familles entières pour conquérir l'Algérie, c'est l'histoire de France. Et du coup, moi je dis vive le général Bugeaud parce que la France, tu la prends dans son intégralité. C'est un peu pareil, c'est la même logique. Accepter le pire par envie d'assimilation finalement. C'est assez terrible. Hein. Je regrette beaucoup que... En tout cas, le React est intéressant. Je pensais pas que ça allait partir là-dessus. Mais c'est intéressant. Beaucoup de gens, parmi les juifs d'ailleurs, et aussi parmi les musulmans, ne respectent plus ce devoir de discrétion dont parlait Jean-Pierre Chevènement. C'est l'objet du livre. Le christianisme a fait la France. La France, sous le christianisme, devoir n'est de plus discrétion. la France. Mais ça, alors là, on parle de religieux. Mais ce truc de devoir de discrétion, en fait, il y a d'autres cas de figure en France où on peut en parler et c'est sensiblement la même chose. Et c'est intéressant aussi. Parce que là, on se dit, oula, c'est l'histoire de religion, pas religion et tout et tout. Mais en fait, moi, j'aime bien quand il y a des sujets qui touchent à la religion et on peut faire des analogies sans que ça touche à la religion et voir qu'en fait, t'as le même mécanisme derrière. Moi, je trouve ça vraiment bien de le faire parce que justement, ça décentre un peu des problématiques de société, du pur aspect religieux, voire théologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est assez bien qu'on peut faire ça. Typiquement montrer que Israël, c'est avant tout une histoire de colonialisme, c'est pas une histoire de Talmud et de Torah et de judaïsme. C'est une histoire de colonialisme. Et du coup, faire des analogies avec d'autres états coloniaux, d'autres situations coloniales qui peuvent y ressembler. Voilà. Et donc là, sur le truc de devoir de discrétion, là, moi j'ai déjà parlé à un ami portugais. Il dit exactement la même chose. Mais lui, il est athée. Il disait pareil, il était un peu en mode... C'est un ami de lycée... Et bon, il est un peu de droite, je le vois pas énormément, mais après, c'est pas un mauvais bougre, quoi. C'est vraiment pas un mauvais bougre. On peut discuter avec lui, c'est juste qu'il a une sensibilité de droite. Voilà. En mode méritocratie, moi, mes parents, ils ont taffé comme des chiens pour qu'on ait une vie meilleure. Enfant d'immigrés, hein.
Et lui, effectivement, il a fait une école d'ingé, il gagne bien sa vie aujourd'hui. Son frère est développeur, je crois, un truc comme ça. Donc cette mentalité un peu de nous, on a réussi, voilà quoi. En tant que Portugais immigré, on a réussi en travaillant dur et du coup, on a en fait des efforts les autres, quoi. Vous voyez, je veux dire, il y a cet aspect-là. Et lui, il disait un peu ça. Il était en mode genre, moi, il y a un truc que j'aime bien avec la communauté portugaise, avec nous autres en France, c'est qu'on est discret, on fait nos bails, on charbonne, on fait nos trucs et on se revendique pas en étant portugais plus que ça finalement, quoi. Et il était un peu en mode genre, bah ouais, genre, il disait un peu à demi-mot, les Arabes, c'est pas trop ce qu'ils font, quoi. Donc vous voyez, c'est pas lié à la religion, c'est lié à différentes phases d'immigration, différentes stratégies face au modèle assimilationniste français, en fait. Et certains qui ont du coup courbé les chines face au modèle assimilationniste, not all portugais. En même temps, je dis, moi j'ai aucun problème avec les Portugais, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a des Portugais dans le chat, peut-être que vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Peut-être vous avez un tonton qui vire un peu racelard, qui dit ça à table. Vous voyez ce que je veux dire? On peut dire pareil des Espagnols, des Italiens, des Polonais, de tout un tas de gens, quoi. Il y a ce côté un peu là, quoi. Certaines catégories, à un moment donné, ont dû, degré ou de force, aller dans le modèle assimilationniste français. Il y en a qui ont décidé de le faire, ça a marché pour eux. Aussi, il y a plein de raisons économiques à côté et tout ça, quoi. Et derrière, une fois qu'ils sont assimilés, intégrés, ils sont en mode genre ceux qui le font un peu moins bien qu'eux pour des raisons indépendantes de la volonté de tout le monde, bah, ils les pointent du doigt. En mode genre, bah nous on est bien intégrés, comment ça se fait que les Arabes ils n'arrivent pas à s'intégrer? Quand il y a des Portugais, des Italiens, des Espagnols, des Polonais, on parle avec eux, c'est ce qu'ils disent. Ils votent Rassemblement National alors que c'est c'est des fils d'immigrés parfois, quoi. C'est des fils d'immigrés. Et ben en fait, quand tu prends certains juifs en France, notamment les juifs algériens, etc., il peut y avoir un discours un peu pareil. Et tout ça finit par être récupéré par ce narratif de merde de diviser pour mieux régner, comme pour le décret Crémieux en Algérie, exactement de la même manière. À un moment donné, c'est vas-y, les juifs contre les arabes, déchirez-vous. Pendant ce temps-là, la bourgeoisie se fait un pognon de dingue sur vos gueules, quoi. Il y a cet aspect un peu là, comme si toutes les catégories raciales n'étaient que des variables d'ajustement politiques en faveur de l'ordre dominant, blanc, chrétien, etc. et raciste. Voilà. Le dernier arrivé ferme la porte, ouais, c'est un peu ça. Jordan Bardella, typiquement, exactement. Jordan Bardella est italien du côté de sa mère et il a un quart kabyle. Son père est à moitié kabyle. Donc, comme quoi, voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui, Éric Zemmour? C'est très simple. Le christianisme a fait la France, c'est un point d'histoire. Bien sûr. On peut dire qu'en gros, pour résumer, que l'Église a fait les rois, et que les rois ont fait la nation, et que la nation a fait la République. Et c'est pour ça que je considère que... Les rois ont fait la nation? Pour moi, c'est pas les rois qui ont fait la nation. Justement, le moment où le nationalisme, à la base, c'était pas les royalistes. À l'époque où le nationalisme en France était un truc stylé. Parce que le nationalisme, quand ça arrivait, c'était en mode genre, en fait, on n'est pas des sujets du roi. La France, c'est pas la terre du roi envoyé de Dieu sur terre, et nous, on est ses sujets. La France, c'est les citoyens français qui, en étant souverains, le peuple souverain, fait qu'on a un espace commun qu'on appelle la nation. Et chaque Français est citoyen de cette nation, et on fait nation collectivement au lieu d'être des sujets du roi, au lieu que ça soit en mode la France égale le roi et nous, on est ses sujets. Le nationalisme des origines, avant que ça soit un concept d'extrême droite, ça soit les citoyens font la France et ensemble on fait nation. C'est un truc qui est très très différent. Donc de dire les rois ont amené la nation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les combats entre rois, etc., qui font que le territoire français à un moment donné et les marqueurs culturels français, c'est plutôt sous le féodalisme que ça s'est fait? Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Il est pas bon en histoire, Zemmour. Il a 2-3 connaissances en histoire. Mais juste, ça se trouve, c'est une tech ultra classique de droitard de dire ça, de dire les rois ont fait la nation et machin bidule, mais du coup, je ne le comprends pas. C'est anachronique, ouais, ça m'a l'air un peu anachronique. Pour nuancer, nation est une prise de conscience d'une territorialité avec identité. Ex-guerre de 100 ans. C'est la tech de Bainville. Ok. Ouais, Bainville, c'est un historien de droite, fan de Napoléon, justement. Ok, d'accord. C'est une historiographie méga datée. D'accord. Bah, c'est pour ça que je ne connais même pas ce roman national-là. Pour moi, ça moi qui ai une vision de gauche de tout ça, et de justement être en mode la nation à la base, c'est justement au moment de la Révolution française. C'est la sortie du féodalisme qui fait que le concept de nation remplace le concept de royaume. Pour moi, c'est ça, en fait. J'ai même pas leur version des droitards à eux. Moi, j'ai que la version un peu de gauche, la version républicaine, finalement. Sans le christianisme, la France n'est plus la France. Et moi, comme beaucoup de Français, je veux continuer à vivre en France. Deuxièmement, ce qui me fait dire, c'est que c'est un mouvement... Donc la France est chrétienne par essence pour lui, et si le jour où la France perdra des marqueurs culturels chrétiens, ça ne sera plus la France. Encore une fois, c'est anti-républicain que de dire ça. Ce qui fait la France, c'est la République française. Normalement, quand on est républicain, c'est ce qu'on dit. Qui vient de très loin, de déchristianisation de la France. J'ai vu dans votre tweet, je crois, que vous dites que je déplore cette déchristianisation et que j'en rends responsable l'islam et le wokisme. C'est un peu ce qui ressort du livre, ça. Pas du tout. Pas du tout, non mais arrête, assume Zemmour.
Assume un peu, Zemmour. Après, il aime trop faire ça, Zemmour. Il dit des horreurs, il dit non, vous m'avez mal compris. C'est beaucoup plus intelligent que ce que vous croyez. Je vais vous expliquer. Et la conclusion, c'est le wokisme et l'islam anéantissent l'identité chrétienne de la France. Mais j'ai pris un chemin emberlificoté pour arriver à cette conclusion. Vous n'avez pas compris mon immense cerveau. Il aime trop faire ça. Il aime trop faire ça, Zemmour. Donc je pense que c'est un peu ce qu'il va faire. Mais oui, le wokisme et l'islam anéantissent les racines chrétiennes de la France. C'est un peu quand même le discours de Zemmour et de ses soutiens. Normalement, faut arrêter ce jeu de faux semblants. C'est un peu ce qui ressort du livre, ça. Pas du tout. Donc, encore une fois, je pense que vous ne l'avez pas lu. Mal lu, peut-être. Oui, selon... pourtant, c'était pas long, c'était 130 pages. 130 Vous auriez pages. pu vous concentrer, 130 vous pages savez. Oh, bah, c'est pas long, je vais pouvoir le lire. C'est trop bien. C'est quoi ce bruit? Ah, non, c'est quelqu'un qui fait du jardinage. Non, c'est de là, bonne guerre, là, mais sur le fond. Parce non, que, sur le fond, vous n'avez rien compris au livre. Ah bah alors racontez-moi alors. Pardonnez-moi, hein, mais c'est je très vous simple. pardonne, je vous pardonne tout. J'explique une chose très simple, très simple. Il y a un mouvement de déchristianisation de la France depuis le XVIIIe siècle. Marc-Olivier Vauchel, vous voyez, il n'y avait pas un... C'était pas le wokisme encore. C'était quoi l'équivalent du wokisme au XVIIIe siècle? Les Lumières? Oh, le lumiérisme, c'est insupportable. Ils disent que chaque homme a le droit à une liberté individuelle. un musulman en France. Oui, c'était Rousseau, ouais, non, c'était Rousseau. Le wokisme, c'est vrai, à cette époque, c'était Rousseau. Vous avez raison. Moi, j'aime trop Rousseau. Hein. J'aime trop Rousseau. Je m'étais un tout petit peu intéressé à Rousseau et à le contractualisme, on appelle ça comme ça. C'est Amourouza qui m'avait fait une belle fiche de lecture là-dessus. Avant, c'est comme ça qu'on s'est connus à la base, puis après, on a vu qu'on avait des potes en commun. Et Rousseau, banger. Hein. Banger, Rousseau. Hein. Et moi, j'étais fan de Rousseau avant de voir la vidéo de Pas comme Tielman sur Rousseau. Hein. Non, pardon de le dire, ou normalement on n'est pas tous des incultes comme vous. je plaisante. Ouais, bref. 18e siècle, Marc-Olivier Vauchel. Vous voyez, il n'y avait pas un musulman en France et le wokisme n'existait pas. Oui. Après, les réactionnaires de l'époque, donc la famille politique d'Éric Zemmour, qui est un immense réactionnaire, ils disaient pas le wokisme, mais ils avaient déjà leur ennemi. Hein. Ils étaient déjà en mode genre, oh là là, c'est quoi ces zinzins là? C'est quoi ces gauchistes? Ça s'appelait pas comme ça, c'était pas la gauche, c'était pas le wokisme, mais des gens un petit peu trop progressistes à leur goût, qui étaient pas assez en défense de l'ordre établi. Les réactionnaires, ils s'en prenaient déjà à eux au XVIIIe siècle. Donc bon, dire il n'y a pas de wokisme, oui, ok. Le mouvement vient des Lumières, vient de la Révolution française, etc., etc. Et il a eu encore un coup d'accélérateur dans les années 60-70, après Vatican. C'est bien ce que j'ai compris. Vous voyez, il est en mode Vatican II, c'est de la merde du coup. Donc Vatican II, on en a déjà parlé l'autre jour là, avec le catho tradi là, qu'on avait réact au micro de Vincent Lapierre. C'est une grande réforme qu'il y a eu dans l'Église catholique pour moderniser l'Église catholique et qu'elle résiste un peu à l'épreuve du temps parce que là, ça commence à être en décalage avec la modernité, quoi, finalement. Et donc, il y a des gens qui sont en mode nique le concile Vatican II, on est des cathos tradis à l'ancienne, la messe c'est en latin, voilà, pas de touche à ma messe en latin, pas de touche à mes valeurs rétrogrades, quoi. Et donc, lui, il est en mode ça y est, Vatican II, c'est de la merde, quoi. Il est en mode la confrérie sacerdotale de Saint-Pédis, monsieur Zemmour. Comme quoi, son espèce d'assimilationnisme forcené et son rapport fétichisant à l'histoire de France, le mot est lancé, ça fait que du coup il défend vraiment tout et n'importe quoi, genre tant que ça va dans le sens de la réaction, quoi, c'est fou. et cette déchristianisation vient de loin. Et Après oui, cette déchristianisation vient de loin, effectivement, là-dessus je suis d'accord, c'était avant les musulmans et le wokisme, c'est vrai, ok. Christianisation arrive à son... Mais plutôt que déchristianisation, j'aimerais plutôt utiliser moi le terme de sécularisation, voilà. Comme si les catholiques et les chrétiens, ils se sont un peu sécularisés. Ça veut dire qu'ils ont perdu un peu leur spécificité communautaire chrétienne pour au final devenir des Français qui se trouvent sont catholiques à côté, quoi. Voilà. Ce qui est un peu aussi la laïcité, la République, quoi. C'est pas une mauvaise chose en soi, quoi. Enfin, pourquoi avoir la volonté de vouloir rechristianiser la France? C'est en mode genre, c'est comme ça, la France elle est chrétienne, je veux rechristianiser la France pour que ça corresponde à l'idée que je me fais de la France d'antan. Un peu de matérialisme. Regardons ce qui se passe en ce moment en France. Voilà. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de baptêmes, de moins en moins de gens dans les églises, et vient renforcer cette déchristianisation. Mais voilà, non, c'est pour pas se faire avaler par les musulmans, c'est pour ça, c'est plus en réaction à leur crainte existentielle que les musulmans, il y en a trop, et bientôt ça sera la charia en France, quoi. Voilà. Et encore une fois, la France, si vous vouliez pas de musulmans dans votre pays, fallait pas coloniser des pays musulmans, il y aurait pas de musulmans. Il y a toujours eu des musulmans en France, hein. Pas toujours, mais au 19e siècle, il y avait plein de musulmans en France. C'était l'Algérie française, ça s'appelait, quoi. Mais là, ça les dérangeait pas. Hein. Quand les musulmans de France étaient en Algérie, avaient des lois différentes exprès pour eux, le code de l'indigénat, là, les racistes, ça les dérangeait pas qu'il y ait des musulmans en France. Par contre, l'égalité des droits avec ces musulmans-là, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop, mais de la même manière qu'avant Napoléon, l'égalité des droits avec les juifs, en vérité, il aimait pas trop, donc il était en mode, bon, les juifs, vous avez le droit d'être français, mais par contre, vous êtes le moins juif possible, quoi.
C'est insupportable. Encore une fois, quand on détricote un peu tous ces discours, tout ce qui reste à la fin, c'est le suprémacisme blanc. Et quand je dis suprémacisme blanc, je dirais même le suprémacisme blanc chrétien européen, quoi. C'est cette majorité dominante, ce groupe social dominant, blanc, chrétien, européen historiquement, qui fait toutes les pirouettes possibles et imaginables pour au final assurer sa domination sur les autres groupes sociaux et raciaux, quoi. Voilà. Plutôt vient contre. Je l'ai bien dit là. Je suis content, je trouve que je parle bien là. C'est des sujets qui sont pas évidents, j'aurais pas pu en parler comme ça il y a encore quelques mois, quelques temps, mais là j'ai l'impression de pas dire de la D. Je suis plutôt content, c'est intéressant. Penser cette déchristianisation par deux phénomènes qui sont d'ailleurs l'un et l'autre Dites-moi si je religieux. me trompe, hein. Et la faute à qui C'est l'islam. Et la faute à qui Et cette par rapport, mais je vous l'ai dit, la déchristianisation, ça vient des Lumières, ça vient de la Révolution, ça vient de la République qui a, je dirais, porté son combat contre le christianisme pendant un siècle. La République. Ok, donc le problème c'est la République, Vatican II et les Lumières. Le problème de la France aujourd'hui, selon Éric Zemmour, c'est les Lumières et la République. Et là-dedans, il s'inscrit dans la grande tradition nationaliste, anti-républicaine française, comme dans le 19e siècle, quoi. A de droit de dire la gueuse pour parler de la République, parce que le cœur battant de la France, c'est d'être une royauté et la fille aînée de l'Église, quoi. Il est en train, mais tu vas au bout de ce discours-là, tu vas au bout des idées de Zemmour, tu te retrouves avec l'Action française et Charles Maurras, quoi. Réellement. Problème, Charles Maurras était un antisémite forcené, qui a préféré collaborer avec Hitler plutôt que de se battre contre l'Allemagne, parce qu'il était encore plus antisémite qu'il était anti-allemand. Donc, il peut pas aller au bout de son discours, Zemmour, en tant que juif. Parce que le bout de son discours, c'est Charles Maurras, un des plus grands antisémites que la France ait connu. Oui. Et c'est là qu'on en revient à ce truc d'assimilation. Il serait prêt à être maurassien si ça peut être une manière de faire de l'assimilation détournée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est terrible et on voit aussi un peu les affects qui peuvent éventuellement le traverser. C'est un sujet compliqué, quoi, mais ouais. Marc-Olivier Fogel. Il cite Maurras, Zemmour. Mais il est zinzin. Comment il peut citer quelqu'un qui aurait voulu qu'il soit déporté à Auschwitz ? Je suis désolé, là, je suis choc-barre. Il cite Maurras, un collaborationniste ouvertement antisémite et soutien peut-être un peu critique, mais soutien en tout cas de l'Holocauste. Et comment ? Après, il a fait pareil avec Pétain, cela dit. Mais avec Pétain, il est tout en mode oui, il sépare le machin du bidule. Ouais, remarque, il a fait ça avec Pétain, donc Pétain et Maurras. Mais je veux dire, Pétain, je trouve qu'il y a plus moyen de se cacher derrière son petit doigt et derrière le roman national pour dire ça a été un grand soldat. Et puis il y a toutes ces théories comme quoi Pétain, il avait les pieds et mains liés, quoi. Voilà, oui, il a fait du mal aux Juifs de France, mais c'était ça ou encore pire. Il y a ce narratif pétainiste où les droitards, les nationalistes disent voilà, Pétain, il était vieux, il était manipulé, c'est pas vraiment de sa faute. Voilà, il a quand même fait ce qu'il pouvait pour la France. Mais Charles Maurras, c'est encore pire, je trouve. Mais oui, ok, bon bah c'est grave, hein, c'est grave. Moi, c'est vraiment ça, je ne comprends pas comment en tant que juif tu peux sucer Charles Maurras, quoi. Je trouve ça totalement fou. Mais bon, salut TKL, ça va ? Et aujourd'hui, le résultat, c'est qu'il y a... Moi, je trouve ça totalement fou. Et là, laissez-moi m'exprimer en tant que juif, même si, bon, moi, pour le coup, j'ai pas été éduqué avec des traditions juives, un rapport à la religion, j'ai aucun marqueur culturel dans ma famille. C'est juste mon père qui est juif. Mais en vrai, bon, moi, il y a eu une grande césure à un moment familial où, justement, la Shoah fait que la judéité dans ma famille, du côté de mon père, et à un moment donné, ça s'est interrompu, quoi. Ça s'est interrompu et c'est le cas de beaucoup d'Ashkénazes qui vivent en France aujourd'hui en réalité, qui sont dans mon cas, qui n'osent pas trop se dire juifs, qui sont plus d'origine juive, mais là c'est un peu compliqué. Bref. Donc là je m'exprime en tant que tel, je veux dire, honte à toi Éric Zemmour, quoi. Honte à toi Éric Zemmour, sucer Pétain et sucer Charles Maurras. Wesh. Il y a des cousins en toi qui se sont fait exterminer dans des camps de la mort. Ils étaient contents, ils célébraient ça. Je veux dire, l'envie d'assimilation, le nationalisme, l'amour de la France, même si t'es pétri d'affects contradictoires, valent la peine d'aller jeter sous le bus l'humanité. Enfin, genre, je sais pas, genre, je suis... Waouh. T'as des marqueurs culturels si ça t'affecte. Oui, mais et c'est ça qui est horrible. Mes seuls marqueurs culturels que j'ai réellement dans ma judéité, c'est être descendant de juifs déportés et le rapport à l'antisémitisme. Au final, c'est quasiment que ça. Hein. Tout ce qui me reste de ma propre judéité, de mes origines familiales, c'est que je suis descendant de juifs déportés, plus que juif à proprement parler. Mais c'est une forme de judéité. Et encore une fois, je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Et ça montre aussi que c'est des choses qui sont compliquées, quoi. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec Echarpe, celle aussi qui m'a fait comprendre un peu ça. Bref, je sais pas s'il y en a dans le chat qui sont dans mon cas de figure aussi, en mode d'origine juive ashkénaze, mais il y a une espèce de grande césure familiale où là, du coup, vous vous sentez un peu illégitime, à vous considérer vraiment comme juif, etc., etc. Je sais pas s'il y en a dans le chat, mais en tout cas, je sais que j'ai parlé avec d'autres gens qui m'ont dit exactement pareil. Exactement pareil.
Tu peux être juif et antisémite, je comprends pas où tu veux en venir. Ta judéité ne définit pas tes opinions à ce sujet. Non mais oui, tu peux être juif et antisémite, mais oui voilà, comme tu peux être arabe et islamophobe. Et à un moment donné, moi ça m'indigne quand même, mais je suis en mode je comprends pas, juste, vous êtes zinzin quoi. Vous êtes zinzin. Une islamisation massive par l'arrivée. C'est un peu la même avec de la famille victime de la guerre d'Algérie, donc je capte. Ouais, c'est des espèces de trucs de drames familiaux à un moment donné, une ou deux générations avant, qui fait que t'as une identité qui est un peu bordélique à ce niveau-là. C'est un classique. Un peu pareil, les familles entièrement athées, no à 100%, yes. Ouais, bah voilà. Voilà. Bref. Compensation Millions de musulmans, pas en compensation. Simplement, vous savez, les musulmans, ils sont arrivés avec leur bagage. Et eux, contrairement au christianisme, ils ont une religion qui s'affiche ostensiblement. Sauf que les baptêmes, les chiffres sont à la hausse, vous avez bien vu. Il y a aussi les musulmans qui s'affichent ostensiblement... Non. Ça dépend des musulmans, en fait. Ça dépend des musulmans. En fait, t'as plein d'Arabes en France, plusieurs Arabes en France, ils sont musulmans. En tout cas, ils sont de culture musulmane, à minima. On veut dire qu'au moins, ils mangent pas de porc, même s'ils n'ont pas une pratique religieuse très forte. Ils ont des marqueurs culturels religieux dans leur éducation, donc ils sont dans leur identité, tout en étant des Arabes de France, pas spécialement pratiquants, quoi. Vous voyez ? Mais ils sont pas ostensiblement musulmans, alors qu'ils sont musulmans. Et tu leur demandes, tu es musulman ? Même s'ils sont pas pratiquants, ils disent, bah oui, je suis musulman. Et en fait, c'est quoi leur manière ostensible d'être musulman, à part le fait d'être arabe ? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Quand il dit ça, c'est pas vrai. Quand il dit ça, il part du principe que tous les musulmans sont des rigoristes salafistes dans l'islam conquérant et que 100% des musulmans en France portent la barbe du prophète. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardons la réalité des Arabes qui vivent en France qui sont musulmans, quoi. Quand il dit ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est pour ça que l'islamophobie est un racisme aussi. Tout à fait. Parce que derrière la figure du musulman, au final, c'est tous les Arabes qui sont mis dans la même case. Et au final, en France, Arabes et musulmans, c'est pas synonyme. Mais des Arabes qui vraiment ne se considèrent pas du tout musulmans, c'est assez rare, ou alors c'est des gens vraiment qui sont en rupture religieuse, quoi. Des apostats, etc., etc. Mais sinon, tu prends la plupart des Arabes en France, même pas pratiquants, qui s'en foutent un petit peu, tu leur demandes t'es musulman, ils font bah oui, je suis musulman. Voilà. Et quand bien même on a le droit, nique ta mère. Bah oui, en plus, on a le droit mais de la même manière qu'on a le droit d'être juif et porter la kippa dans la rue. De la même manière qu'on a le droit d'être une chrétienne versaillaise bourgeoise qui porte la jupe longue, et ça se voit que t'es une chrétienne versaillaise bourgeoise. Il y en a, ça se voit. Il y a des cathos. Parmi les cathos tradis, il y en a, ça se voit. Pour moi, c'est ostensible. Tu vas à Versailles, il y en a, tu les repères, c'est des cathos tradis. Mais c'est pas grave, on a le droit. C'est quoi le problème ? Ou alors, vraiment, l'assimilation à tout prix et vive Napoléon, quoi. Et c'est justement ça le problème de Zemmour. Le film, aujourd'hui, cette docu-fiction, Sacré-Cœur à la gloire du Christ, qui est un carton. Est-ce que ça vient pas un peu à l'encontre de ce que vous redoutez, dénoncez, ou votre inquiétude ? Oui, c'est un peu une bonne question, mais là où il faut approfondir, c'est que d'où sort ce regain d'intérêt pour le christianisme, etc., etc. C'est qu'il y a tout un tas de gens comme Éric Zemmour, tout un tas de gens nationalistes, réactionnaires, qui veulent renouer avec les racines chrétiennes de la France, qui là font tout un tas aussi de propagande pour essayer de rechristianiser la France. Donc ce que Zemmour appelle de ses voeux, en réalité, c'est déjà plus ou moins en train de se faire par rapport à des militants d'extrême droite qui, de manière militante, essayent de rechristianiser la France, parce que c'est des réactionnaires finalement. C'est terrible parce que vous voulez... Oui, l'évangélisme, qui est une autre forme de christianisme, mais en vérité, là, il parle du catholicisme, la religion historique en France, etc. etc. Le protestantisme évangéliste progresse énormément en France. Et dans ces fameux territoires perdus de la République où la charia règne dans nos quartiers, tu prends, c'est quoi la religion qui progresse le plus dans le 93, par exemple ? Dites-moi si je me trompe, et j'avais lu cette stat-là il y a longtemps, ça a peut-être changé. Mais à une époque, il y avait plus de nouveaux évangélistes chaque année dans le 93 que de nouveaux musulmans chaque année dans le 93. Alors que pour un mec comme Zemmour, après Zemmour est originaire du 93 historiquement aussi. Encore une fois, les affects, tout ça. Et ben pour eux, c'est vraiment les territoires perdus de la République où il n'y a plus que des Arabes musulmans là-bas. Et au final, non. Les évangélistes progressent plus, y compris dans certains territoires très populaires où les racistes pensent que c'est déjà la charia là-bas, quoi. Donc encore une fois, vraiment, le deux poids, deux mesures, tout ce qui reste à la fin, c'est pointer du doigt les musulmans comme étant un danger existentiel pour la France éternelle, quoi. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste quand tu déroules au bout de leur discours. Le suprémacisme blanc, le nationalisme et la réaction. Ouais, je sais ça, vous me l'avez dit déjà, mais sur le fond... vous voulez faire croire que je m'inquiète. Je constate un phénomène historique qui a 2 siècles. Vous voyez, je me réveille pas comme les carabiniers, pas comme vous. Et maintenant, je dis simplement qu'il y a un phénomène de réveil du christianisme parmi la jeunesse. Oui. La jeunesse, je vous l'ai dit, rencontre une autre jeunesse musulmane qui affiche ostensiblement sa religion, et même de façon parfois violente. Face à cela,
les jeunes. Donc tu devrais être content en fait. Selon ce qu'il dit, c'est en mode c'est très bien, la jeunesse prépare la guerre de religion. J'adore. J'ai hâte d'aller à Poitiers bouter les Sarrasins hors d'Europe. C'est vraiment ça. Il est content du coup, il est content. C'est les trucs de prophétie autoréalisatrice là-dessus aussi, quoi. Voilà. Français de culture chrétienne ont justement. C'est malheureux parce que lui en plus là vraiment, il fout la merde dans des trucs qui sont liés à la religion, à l'identité, à l'histoire des différents peuples les uns avec les autres. C'est des sujets, si on prend pas de la hauteur dessus, ça fout la merde quoi. Et lui son métier c'est aussi de foutre la merde en allant dans ces sujets là. C'est indigne, enfin c'est horrible quoi. C'est vraiment horrible. Alors après je pense qu'il est sincère dans son combat Zemmour. C'est pas uniquement une manœuvre politicienne, je pense qu'il est sincère dans ce débat là. Je veux dire, on s'en bat les couilles qu'il soit sincère. Dans tous les cas, ça reste un putain de faf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est exactement comme le RN qui sont en mode genre ah, oh là là, un génocide à Gaza, parfait. On va pouvoir installer un narratif, les juifs et la droite contre les musulmans et la gauche. C'est horrible. C'est vraiment ce que tu peux faire quasiment de pire en politique. Quand on appelle à des trucs aussi compliqués que l'identité, la religion, la race socialement définie, etc., pour juste foutre la merde et avancer un projet qui est foncièrement dégueulasse. Vraiment, c'est ce que tu peux faire de pire en politique, quoi. C'est même pas comme des libéraux qui sont en mode genre, il y a trop d'impôts en France, il y en a marre des socialistes, là, c'est bon, premier taux de champion des prélèvements obligatoires. Là, limite, c'est de bonne guerre, quoi. Voilà, c'est un peu la lutte des classes, les droitards, ils sont pour les patrons, les gauchistes, ils sont pour les travailleurs. Très bien, au moins, c'est clair, c'est un peu carré, quoi. Mais là, aller dans des sujets comme ceux-ci, comme celui-là, pour aller juste faire sa propagande facho, c'est infect. C'est vraiment infect, quoi, c'est infect. Après, Zemmour, peut-être qu'il le fait pour des raisons qui lui sont chères, entre guillemets. Il y en a qui le font par pur cynisme, et ça les concerne même pas du tout, quoi. Bref. De culture chrétienne. Parce que leurs parents ne leur ont rien transmis. Et donc, ils se posent des questions qu'on ne se posait plus. C'est-à-dire, qui c'est une forme de sursaut. Où vais-je quel Dieu je crois? C'est une forme de sursaut identitaire. Sursaut identitaire, je ne sais pas, mais on est du côté de l'identitaire, effectivement. Alors dire que les Blancs français, parfois, ont un peu une perte de leur identité. Ils sont on est en manque de repères dans ce monde absurde, capitaliste, etc. Post-structurel, je ne sais même pas comment ça s'appelle, je n'ai pas bien taffé ces sujets-là. C'est un constat qu'on peut faire. Effectivement, quand t'es là, tes grands-parents, ils vivaient la petite vie de village, tranquille, etc., et que toi, ta vie, c'est l'hyper-individualisme capitaliste, tous les commerces qui ferment, les seuls trucs qui ouvrent encore à peu près, c'est des sociétés générales, bah t'es paumé. T'es paumé, d'un point de vue même identitaire, parfois tu peux te retrouver paumé. Mais c'est quoi la réponse à ça? Comment essayer de refaire peuple tous ensemble, quoi? La réponse, c'est la réaction. La réponse, c'est retourner au Moyen-Âge, c'est retourner à l'Église et l'État sont confondus, c'est retourner au passé, ou c'est de trouver des nouvelles formes d'identité qui soient ni racistes ni réactionnaires, quoi. La question est posée, quoi. Et ça, là, c'est un débat qui est loin d'être tranché. Mais en tout cas, si cette recherche d'identité perdue, pas d'identité perdue, mais si cette réponse à cette perte de repères, c'est le repli identitaire sur des critères qui sont ethno-culturels, être blanc et chrétien, typiquement, bah, ça pue la merde. Ça pue la merde, cette histoire-là. Voilà. Et sinon, trouver d'autres formes de ça. Sans ça, on vire identitaire, quoi. C'est un genre des débats qui animent parfois la gauche française, d'ailleurs. Et ça commence et la gauche par internet en l'identité. C'est ce que je particulier. veux dire. Le christianisme est une foi, et d'ailleurs, il est en cela très spécifique. C'est la première religion. Ça vaut pour tout le monde sur la planète. Bah, cette perte de repères face à l'absurdité capitaliste et à l'hyper-individualisme du marché, c'est comme ça qu'on pourrait bien le décrire, ça dépend. Ça dépend. Quand tu es dans des structures religieuses, familiales, communautaires finalement au sens propre, au sens noble, je dis pas ça comme une insulte, bah, ça fait que tu as des repères en plus, quoi. Tu as ta communauté, etc. Il y en a certains, ils sont particulièrement sans communauté. Ils sont, on va dire, pas les premières victimes, mais en première ligne de cet hyper-individualisme et des structures traditionnelles, de l'absence de structures traditionnelles. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas en mode vive les structures traditionnelles. Pas du tout. Parce que moi, je suis progressiste. Mais je veux dire, il y en a qui s'inscrivent plus dans des traditions et dans des communautés que d'autres, quoi. Voilà. Les Blancs ont le GP Explorer. Oui, voilà. On a le GP Explorer. Histoire qui se fonde sur la foi, alors que les autres religions se fondent sur la pratique et un code juridique. Mais il est aussi une identité. Et donc je dis à tous les chrétiens, parce que la foi c'est personnel, donc ça, on ne peut pas l'inoculer, ça vient ou ça ne vient pas. En revanche, ce qu'on peut défendre, c'est l'identité chrétienne. Et cette identité chrétienne doit être défendue, et c'est moi qui ne suis pas chrétien qui le dis. C'est ce que vous moi, appelez je suis réarmement spirituel, c'est Ok, donc il est pour la France chrétienne, fille aînée de l'Église, parce que c'est l'identité de... Alors déjà, définir une nation de par des critères identitaires, déjà, c'est pas très républicain, moi je trouve, personnellement. Je sais plus ce que je voulais dire.
C'est à Non. quoi vous appelez réellement Non, c'est pas ce que j'ai. D'abord, j'ai pas employé cette expression-là. Vous voyez, une fois de plus. En revanche, Il aime juste pas les Arabes, c'est tout. Oui. Alors après, là, il présente une vision, un truc qui est assez cohérent. Hein. C'est facholand dans son truc. C'est extrêmement réactionnaire, identitaire, raciste, tout ce que vous voulez. Mais il présente une pensée qui est relativement cohérente, on va dire. Qui correspond un peu à Charles Maurras, finalement. C'est ça l'horreur, quoi. Mais effectivement, derrière tout ça, l'effet concret, c'est le racisme. Et le truc le plus structurant là-dedans, c'est le racisme. Ziggs, je vais supprimer ton Je ne commentaire. sais pas ce que c'est que le super profit. Là, je vois pas trop le rapport. Là, pour le coup, tu le ramènes un peu à sa judéité, tu vois. Ça, j'aime pas trop. Comment je supprime ce commentaire, Ziggs Delete. Évitez les trucs comme ça. Genre là, franchement. Ouais, juste, aurait été un arabe, t'aurais dit oh, ça va, qu'il retourne en Algérie, qu'il arrête de nous péter les couilles. Bon, tu vois ce que je veux dire. j'appelle au Faites contraire gaffe à avec une ça, faites gaffe. défense de l'identité. Après, là, on parle d'identité, de judaïsme, de christianisme, de machin. Donc bon. C'est un sujet qui est déjà un peu pas casse-gueule, mais qui, dans la gestion de chat, peut être un peu casse-gueule. Donc ça, j'ai juste supprimé ton message, mais évitez les trucs comme ça, là, c'était franchement... chrétienne, parce que Moi, perso, je trouve ça un peu antisémite. Voilà. quoi c'est très simple. L'identité chrétienne se manifeste par la culture chrétienne, c'est-à-dire les monuments. J'ai bien compris, mais sinon la quoi musique, si jamais il n'y a pas cette identité chrétienne qui revient fortement, Ah non, si vous appelez donc à l'identité chrétienne, France chrétienne, Israël juive, chacun chez soi d'après lui. Ouais, ok, voilà, je vois ce que tu veux dire. Dit comme ça, je comprends. C'est pour ça que j'ai juste supprimé ton message et je t'ai pas banni en mode sale connard d'antisémite. Mais je veux dire ça, ok, mais là t'as juste mis, bah s'il est pas content qu'il aille en Israël, tu vois, genre. Donc là, ça s'est vraiment pensé en mode genre, quoi, ils sont pas contents les Africains, bah retourne en Afrique, tu vois, ça sonnait vraiment comme ça. Mais effectivement, selon sa propre vision des choses, à ce moment-là, si l'identité d'un pays est liée aux marqueurs ethniques et culturels, etc., bon bah ouais, à ce moment-là, faudrait que chaque pays ait une religion, une culture bien définie et que ça soit uniquement pour cela, quoi. Ça craint. Mais après, cela dit, il a un discours assimilationniste où il est en mode genre, moi j'ai aucun problème contre les musulmans, les juifs ou quoi que ce soit, mais juste faut pas que ça se voit. Faut que vous ayez français. Et donc d'identité chrétienne, même si vous êtes juif ou musulman. Il a ce discours-là, ce qui du coup dégrossit un peu ton argument. Et voilà quoi. sinon quoi? C'est quoi le danger? Mais le danger, alors l'identité chrétienne, c'est évidemment qu'il faut la défendre pour ressourcer ce pays dans ce qu'il est, sinon ce pays va disparaître. Sinon ce pays va être islamisé. C'est le fait de la démographie. Et islamisé, ça veut dire quoi islamisé? Islamisé dans leur bouche, c'est en mode comme si effectivement le pays va être islamisé dans ses institutions partout, quoi. Bientôt, ça sera l'islam qui réglera les trucs en France au lieu que ça soit les lois de la République. Quand ils disent islamisé dans leur bouche, c'est ça qu'on entend et c'est ça qu'ils veulent dire en réalité. Mais d'ailleurs, ça veut dire quoi islamisé? C'est qu'il y a plus de musulmans qu'avant en France? Si c'est ça, islamisé, bah, c'est pas un problème. C'est pas un problème. vers un pays qui ne sera plus la France. C'est ce que j'explique. Donc, si, ça sera encore la France. Il peut y avoir un islam de France, d'ailleurs, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Justement, la laïcité, la République fait qu'on peut très bien avoir un islam de France qui se développe et qui progresse et qui grossit, qui se structure en France dans les décennies à venir. Ça n'en fera pas moins que la France reste la France. Voilà. Parce que la France, c'est ce qu'on en fait en réalité. S'il se trouve que là, il y a un peu plus de musulmans qu'avant, l'islam a plus une place... On va dire, enfin, les musulmans et même du coup l'islam qu'ils pratiquent, on va dire, ont une place en France. Et ben ça reste la France. Ça dépend. Si demain il y a plein des grosses phases d'immigration de personnes, je sais pas moi, bouddhistes par exemple, et que du coup on pourrait dire il y a un bouddhisme français qui a sa place en France, etc. Et ben ça restera la France puisqu'elle sera un peu plus bouddhiste qu'avant, quoi. Voilà, on peut juste se dire ça en fait. C'est pas un souci en soi. C'est pour cela que je me bats pour rechristianiser ce pays dans le sens d'une identité. Il faut défendre l'identité française et il faut lutter contre l'islamisation du pays par une application très stricte de la laïcité, celle dont vous m'avez fait évoquer au début de notre conversation. Ok, donc par rapport au judaïsme. Donc lui, quand il est en mode cette assimilation forcée des juifs français, Napoléon et compagnie, pour lui, c'était la glorieuse laïcité. Laïcité ferme, mais laïcité nécessaire pour que la France garde ses racines chrétiennes. Moi, j'appellerais ça de l'antisémitisme en réalité déjà à la base. Voilà. C'est comme s'il voulait faire subir l'antisémitisme qu'ont subi les juifs français sous Napoléon. Maintenant, il voulait le faire subir lui aux musulmans de France. C'est moche, hein. C'est moche. Quand tu vois tout ce qui se joue derrière, franchement, c'est moche. Moi, ça me fait presque de la peine. J'ai pas la peine pour Zemmour, parce que c'est un immense connard, évidemment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Moi, j'ai de la peine pour ceux qui, sans être des énormes connards, pourraient être dans un espace mental semblable à celui de Zemmour, pour le coup. J'ai une certaine empathie pour eux. Que vous m'avez fait évoquer, pardon. Absolument. Cette façon de vous battre, aujourd'hui, vous le pas faites dans Zemmour, un livre. Zemmour, ça dégage, c'est là évidemment. d'ailleurs où vous avez le plus de succès. Apparemment, vous avez Nous, vendu... on en fait quoi des athées, hein? Non, mais les athées, ils sont discrets, ça se voit pas qu'ils sont athées. Les athées, parfois, ils disent « Oh mon Dieu !» Ils disent « Jesus Christ !» Oui. Bref. Mais c'est vrai que les athées, absents du discours, alors que quand même, l'athéisme avait bien progressé en France, historiquement. Hein, donc bon.
1 500 000 livres. Voilà, j'ai de la peine pour la tragédie qu'il représente. Exactement, c'est très bien dit, Onibaku. Mais ça, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, en privé. On en avait parlé exactement ça. On avait eu toute une conversation sur les affects des juifs algériens en France. Et voilà. Du coup, là, je répète des trucs d'ailleurs qu'on s'était dit tous les deux. Hein. Merci pour ça. Mais effectivement, c'est exactement ça. J'ai pas de la peine pour lui qu'il aille se faire foutre parce que c'est un fasciste. Mais ceci étant dit, j'ai de la peine pour la tragédie qu'il représente. Exactement. Mais dans toute ma carrière, mais j'ai les vendu, chiffres, ça fait 30 ans que j'écris des livres. 1,5 million. Est-ce qu'aujourd'hui, votre efficacité, elle n'est pas plutôt là que sur le champ politique? Et finalement, sur le champ politique, Sarah Knafo, votre compagne, il faudrait lui laisser la place, Éric Zemmour. Bon, je trouve que c'est il est meilleur dans l'agite-propre médiatique que dans la politique politicienne. Moi, je suis d'accord avec Fogiel là-dessus. Bah, écoutez, c'est formidable. Je remarque qu'il y a un an, elle n'était connue que des initiés, et aujourd'hui, on la met. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus efficace dans ce livre que j'ai mal lu et auquel j'ai rien compris? Mais est-ce que c'est pas plus là aujourd'hui votre efficacité? Vous savez, ce combat culturel, métapolitique, et le combat politique par essence. Parce que, vous savez, Lénine disait... T'as pas le droit de citer Lénine, toi. Moi, je cite pas Maurras, tu cites pas Lénine. Et les moutons sont bien gardés, c'est comme ça qu'on dit. Ça va, quoi. Alors, Lénine disait, souvenez-vous, Lénine disait... Ah, nique ta mère, Zemmour. Voilà, je le dis. Vas-y, c'est bon. Oh là 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 là. Mais après, c'est intéressant, les idées en mode genre. Mais la bataille médiatique, la bataille pour l'hégémonie culturelle est la plus haute des batailles politiques. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Il va citer Gramsci. Hein. Vous allez voir, il va citer Gramsci dans 1 minute. S'il cite vraiment Gramsci, je pète un câble. Faites-leur... Gramsci que j'ai juste là. Introduction Antonio Gramsci. Alors ce bouquin, c'est plus Antonio Gramsci, vu que c'est mon support pour rouler des joints. Vous l'avez? Antonio Gramsci, un gramme de shit. Hein, le mauvais shit tardera à mourir, la bonne weed tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur naissent la frappe de pilon. Relire Gramsci, Antonio Gramsci. Bon bref, peu importe. Mangez le mot, vous leur ferez avaler la chose. La gauche ne fait que mener ce combat culturel-là. Ce qui est regrettable, c'est que je sois le seul à... J'ai deux Gramsci. J'ai celui-là aussi, j'avais pas quitté ça sur mon bureau. J'utilise aussi comme support, c'est des petits livres tout fins, c'est pratique. Voilà, bon, édition Fakir. Hein. J'ai acheté il y a longtemps. Voilà. C'est compliqué Gramsci. Droite à le mener, et que des gens comme vous venez me dire que ce n'est pas un combat politique. Les blagues sont trop... Je rembobine, les blagues sont trop marrantes, j'ai envie de voir. Dans ce clair-obscur, on est le Frozen. Oh, ça me fait rire. Ça me fait rire. Il y a tellement de manières marrantes de désigner le shit, c'est incroyable. Moi, mon préféré, c'est le Charras des lions de l'Atlas. Pour désigner le shit, dire le Charras des lions de l'Atlas, je trouve ça exceptionnel. J'adore. Vous savez que ça vient de qui? C'est un rappeur qui a trouvé ça. Est-ce que quelqu'un la ref, le Charras des lions de l'Atlas? Voilà. La frappe de Ketama, il y a plein de trucs. Il y a plein de manières de le dire, j'aime beaucoup. C'est qui alors? On fume le Charras des lions de l'Atlas. C'est qui fait ça? Ziak. Celui-là, griffe 69 150. Force à tous mes Lyonnais. Mangez le mot, vous leur ferez avaler la chose. Donc, du coup, je me suis perdu là. C'est la fin de live. Je rembobine un peu. Et le combat politique par essence. Ok, donc là, il était en mode. Là, il va citer Lénine. Il disait le combat médiatique et le combat politique par essence. C'est pas inintéressant. Mais pourquoi tu cites Lénine par contre? Parce que, vous savez, Lénine disait faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose. Pas mal. Il a aussi dit, Lénine, le dernier des capitalistes nous vendra la corde avec laquelle il sera pendu. Non, c'est Trotsky qui a dit ça? Bon, je sais plus. La gauche ne fait que mener ce combat culturel-là. Ce qui est regrettable, c'est que je sois le seul à droite à le mener. Tu te fous de la gueule du monde. T'as pas remarqué que Bolloré a acheté tous les médias? Bolloré qui a propulsé ta carrière? Tu te fous de la gueule du monde, là. Non, c'est pas possible. Et que des gens comme vous venez me dire que ce n'est pas un combat politique. J'ai fini bientôt, Onibaku. Je vous ai dit simplement, est-ce que vous n'êtes pas plus efficace à le porter par écrit que sur le champ politique? Est-ce que vous croyez que j'ai abandonné ce combat-là? Vous êtes assis. Est-ce que vous croyez que j'ai abandonné ce combat-là? Je ne l'ai jamais abandonné. Le combat politique n'est que la conséquence de mon combat métapolitique et historique. C'est Staline qui a dit ça? C'est une citation de Staline? C'est bien Lénine, le coup de la corde? Non, c'est Julien Audoul avec sa corde française. Non, c'est pas ça dont je parlais. Non. Bon, peu importe. C'est un communiste, quoi. Moi, je suis comme cela. Je considère d'abord, j'observe d'abord l'histoire, puis j'en tire des conclusions et donc des conséquences sur le plan politique. Je remarque qu'à droite, personne ne fait... Ok, à deux doigts de se réclamer du matérialisme historique, là.
C'est ça. Et à droite, personne ne défend mon projet. Vous avez vu, le Rassemblement national ne parle pas du tout d'identité chrétienne. Même elle la rejette et elle s'en moque. Le LR non plus n'en parle pas, à part quelques individualités. Donc je pense qu'à droite, je suis le seul à porter ce combat qui est un combat éminemment politique. Ce combat-là politique pour 2027. Je le porterai tant que je... Ils sont chiants les journalistes. Vous êtes candidat à la présidentielle ? Vous serez candidat à la présidentielle ? On veut des infos sur la présidentielle. On adore la présidentielle. Vous serez candidat ? Candidat ? Oui ? Non ? Non ? Présidentielle ? C'est bon, arrêtez. À chaque fin d'interview, c'est pareil, ils tentent. Ils lancent un appât. Présidentielle ? Non ? Oui ? Non ? Bon, tant pis. Vraiment, c'est tout le temps ça. Les journalistes de plateau télé et de radio, c'est tout le temps ça, quoi. Je serai dans le combat spécifiquement politique. En attendant, le livre, Thomas, vous l'avez lu pendant l'interview ? Non, pas Il fait encore. 130 pages. Ça va vite. Enfin, La messe n'est pas dite vite. pour un sursaut Même pour un journaliste, c'est pas trop long. C'est vrai. Oh, Jean-Luc Mélenchon aurait dit ça à Fogiel, tout le monde dans le chat aurait fait papa, il y aurait un montage de glupatate, hein, voilà, je tiens à le dire. Journaliste que vous êtes toujours. Que je fute. Toujours, on l'est toujours. Non, je suis écrivain, mais je ne suis plus journaliste. Et vous êtes candidat ? Parce que moi, je comprends encore moins les choses que Marc-Olivier. Oui, il est journaliste de profession, hein, il a officié pour le Figaro pendant très longtemps, etc. Vous êtes Vous candidat n'êtes pour pas doué, 2027, RTL, en oui fait. ou Depuis non ? que je suis parti, c'est une catastrophe. C'est fou, hein, cette maison des Cette Vous maison êtes des- candidat, oui ou non, en 2027 Bon, il a dit oui, là, oui. Il a dit oui. La Question de candidature, Sarah Knafo, non, mais la candidature ne se déclare pas comme cela, un micro. Voilà, Bon, si, un peu. je m'y prépare et j'observe. Ok, alors le truc, c'est qu'il pourrait très bien être candidat, pourquoi ? Parce que de toute façon, il n'a pas cette logique que nous, on a un peu à gauche, de se dire « Attends, mais s'il y a trop de candidats, on n'aura pas de second tour, ça va être la merde. Hein. » Pas du tout. À droite, ils savent que le RN, normalement, il fait second tour, ils s'en battent les couilles. Donc Zemmour, il peut très bien faire une candidature à 7% comme la dernière fois. Le RN devrait avoir son second tour, selon eux en tout cas. Et donc du coup, il est en mode, bah au pire, voilà, après j'appelle à voter pour l'extrême droite au second tour, et puis emballer, c'est pesé, quoi. Donc je veux dire, ça coûte pas grand-chose à sa famille politique, l'extrême droite, de éventuellement se présenter en 2027. Par contre, du coup, lui, ça continue à prolonger un peu son buzz. Voilà, moi je l'analyse un petit peu comme ça, en tout cas. Zemmour, il a une voix de Lordon, un peu, Frédéric Lordon. Mais ils ont une voix un peu comme ça. Mais pas tout à fait le même phrasé. Ça, c'est plus Frédéric Lordon. Éric Zemmour, il a une voix comme ça. Non, j'avoue, je les ai mis de la même manière. Non, t'as raison. C'est la voix qui queen un peu, quoi. Merci beaucoup, Éric Vous Zemmour. le savez pas le Et livre ? les deux sont très éloquents, très éloquents. Bon, Lordon est plus éloquent en réalité. Mais après, bon, force est de constater que Zemmour, il a son petit charisme. Hein. C'est une des pires personnes sur Terre, on est d'accord. Mais il a quand même son petit charisme. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui tombent un peu dans le panneau, qui disent « Oh, il est intelligent et pertinent, celui-là. » Voilà, il n'aurait pas eu la carrière de monstre médiatique qu'il a eu s'il n'avait pas une certaine dose de charisme. Il faut savoir reconnaître les qualités à ses ennemis, n'est-ce pas ? Relire Jean-Marie Le Pen qui parle de Jacques Chirac. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai rien dit. Bon, bah, Nick Zemmour, politiquement, de toute manière, évidemment. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était un bon réact. Je pensais pas qu'on allait parler forcément, là, à ce point-là, de toutes ces questions-là, mais je trouve que c'était très bien. Je suis très content de ce réact. On a été un peu au fond des choses sur certains trucs qui sont liés à l'identité, judaïsme, christianisme, islam, la nation, le rapport à tout ça. Je trouve que c'était assez intelligent comme réact. Et si vous avez appris des choses, et si vous avez trouvé ça aussi cool que moi j'ai trouvé ça cool, eh ben n'hésitez pas, pour ceux qui regardent la VOD, à se battre la chaîne, bien sûr. Oui.